10 longues années ont passé, mais les Horsemen sont enfin de retour, fidèles à eux-mêmes. Squatter illégalement des entrepôts à Brooklyn pour réaliser des tours de magie clandestins, et tapent à l'œil. Atlas, Merritt et Jack se présentent à nouveau devant une foule de fans en délire, car l'humilité, c'est pour ceux qui ne savent pas faire apparaître une pièce derrière votre oreille. Henley fait son grand retour, exhibant son master et son statut de maman de banlieue. Pendant ce temps, un crypto-bro nommé Brett est assis dans le public, ignorant totalement qu'il est sur le point de subir une redistribution financière musclée de la part de nos illusionnistes préférés. Il tire un type au hasard en sweat à capuche sur scène et exécute un exorcisme magique impeccable, où les 4 magiciens possèdent littéralement son corps. C'est elle, équivalent humain d'une voiture de clown et honnêtement, c'est un tour de magie de haut vol. Le bénévole possédé dénonce Brett pour avoir détourné des fonds de pension, violant totalement sa vie privée en lui arrachant son téléphone en or massif pour le balancer dans la foule. Puis, le bénévole se met à léviter inexplicablement, car dans cet univers, la gravité est une option comme une autre. Dans un élan de philanthropie surprenant, ils offrent au public les millions volés à Brett, via des mots de passe crypto cachés sur des cartes à jouer mouillées. Alors que la police arrive pour gâcher la fête, les magiciens nous font un classique à la Houdini, et eux accent aigu vanouissent dans la nature, laissant Brett en plein accès de rage face à une scène vide. Coup de théâtre. Ce N n'étaient pas les vrais Horsemen, mais une bande de fanboys de la Gen Z, avec des perruques qui rejouaient leur propre version contrefaite. Ils s'introduisent dans une boulangerie industrielle abandonnée avec un parcours digne de Mario, prouvant une fois de plus que la jeunesse est bien trop gâchée par les jeunes. De retour dans leur loft étonnamment spacieux et sans loyer, les gamins planquent leur argent et se plaignent d'avoir faim. Soudain, le vrai J. Daniel Atlas se matérialise dans leur salon, sans la moindre invitation, tel un spectre rempli de jugement. Atlas dézingue les gamins sans relâche, traitant Bosco le roi de raté de la Juilliard, dont le dernier rôle consistait à jouer le Teletubby rouge à Times Square. C'est une masterclass sur l'art de briser l'esprit de la jeune génération. Il poursuit sa destruction verbale, dépeignant June comme une fugitive anti-autorité, et Charlie comme l'orphelin de second plan par excellence. Atlas admet que leur numéro de Robin des Bois au rabais était mignon, mais que leur tour de passe-passe nécessite une sérieuse supervision d'adultes. Atlas révèle qu'il a reçu une carte de tarot magique de la mystérieuse Ai, lui ordonnant de recruter ses gamins pleins d'énergie pour un braquage massif, car les anciens Horsemen sont, soi-disant, morts pour lui. Les gamins se moquent de lui, persuadés qu'ils assurent déjà un max en détroussant les crypto-bros. Après une brève concertation, les enfants acceptent de se joindre à l'aventure, car dire non à une légende magique serait une erreur de débutant. Coupure vers l'Afrique du Sud, où notre nouvelle méchante, Veronica Vandenberg, donne une fête pour célébrer sa nouvelle mine de diamants, qui brille de façon agressivement tape à l'œil. Veronica prouve qu'elle est une vraie menace pour la société en fourrant un diamant énorme dans la bouche d'un membre du conseil d'administration, juste pour illustrer son point de vue sur la valeur marchande. Un comportement de PDG tout à fait normal et équilibré. À Anvers, Atlas offre à ses nouveaux protégés des chocolats et un cours d'histoire sur le Hard Diamond. Ce caillou massif est mieux gardé que les codes nucléaires dans un coffre-fort souterrain du désert arabe, mais il est actuellement en vacances en Belgique. Atlas explique que Veronica blanchit l'argent sale des pires individus de la planète, et The Eye veut qu'il vole le bijou pour mettre un terme définitif à sa carrière. Les gamins sont plus que partants pour gâcher la journée d'une milliardaire. Pendant ce temps, Veronica reçoit un appel anonyme effrayant, accompagné d'une grenouille en jouet, la menaçant de révéler son sombre passé de meurtrière si elle ne livre pas le diamond. Elle raccroche, totalement indifférente à ce chantage. June et Charlie ont utilisé la bonne vieille astuce consistant à porter un presse-papier et à afficher une assurance totale pour échanger les pancartes d'un chauffeur, usurpant ainsi l'identité d'un célèbre photographe pour Bosco. Lors d'un gala de diamants ridiculement chic, Veronica fait un cours magistral aux invités sur la passion des pierres précieuses naturelles, quand Atlas s'immisce dans la conversation avec une aisance déconcertante. Il lâche nonchalamment une anecdote sur Marie-Antoinette pour asseoir une domination intellectuelle totale. Atlas fait remarquer que la pièce est remplie de marchands d'armes et de despotes, ce qui lui vaut être promptement escorté vers la sortie par la sécurité. En coulisses, Bosco se prépare pour sa fausse séance photo avec le diamant. Bosco exige que le diamant soit retiré de sa vitrine protectrice, en jouant les difficiles, ce qui pousse instantanément Veronica à le draguer. C'est une stratégie audacieuse, mais elle porte ses fruits. June tente de s'approcher un peu trop près du joyau, mais se fait repousser par le chef des sbires, Latabo.
Réalisant que leur mission d'infiltration a fait long feu, les magiciens arrachent leurs vêtements de camouflage pour révéler leur smoking de haute volée, prêt pour le braquage. Bosco fait un esclandre en s'enchaînant à une sculpture de glace comme un militant écolo radical. Dans le chaos qui s'ensuit, Atlas se lève et annonce qu'il va faire apparaître le diamant dans le creux de sa main. Atlas s'empare du diamant comme par magie, ce qui pousse les gardes à passer à l'attaque. Soudain, Jack Wilder surgit de nulle part en lançant des cartes comme des étoiles de ninja, et Henley revient pour réorganiser agressivement le visage d'un garde à coups de bouteilles de champagne. L'ancienne équipe, à nouveau réunie, se fraye un chemin vers elle, étage supérieur, tandis que Merritt hypnotise les gardes à leur trousse pour leur faire jouer du violon invisible. C'est, objectivement, la tactique de combat la plus hilarante jamais déployée. Ils échappent via un hélicoptère sur le toit qui s'avère être une simple silhouette en carton, laissant les gardes remettre en question leur propre existence. En bas, Latabo réalise que c'est l'aile, écrin du diamant qui a été échangé, pas la pierre elle-même. Un flashback nous montre Charlie utilisant avec brio une télécommande pour substituer le vrai diamant par un faux lors de la séance photo. De retour au présent, les magiciens se lancent la pierre d'un demi-milliard de dollars sur leur bateau de fuite, comme s'il s'agissait d'un vulgaire ballon de baudruche. Les retrouvailles deviennent sacrément pimentées. Jack se plaint de ses spectacles sur les bateaux de croisière, tandis que Merritt avoue qu'il noie son chagrin dans l'alcool au Mexique. Il s'avère que Lula a plaqué Jack pour Paris, faisant de cette virée en bateau le moment le plus gênant de l'histoire. La tragique mise en contexte. Les Horsemen originaux se sont séparés parce que leur leader, Dylan Shrike, s'est fait choper et enfermer dans une prison russe à cause de leurs erreurs de débutants. Mais Atlas refuse de laisser l'ambiance retomber et sort sa carte de tarot. Ils combinent leurs cartes de tarot pour former une carte magique pointant vers un sinistre château français, parce qu'utiliser Google Maps, c'est pour les amateurs. Elle, équipe accepte d'y aller à contre-cœur. Arrivé au château Roussillon, Jack tente de crocheter une serrure ouvragée, mais June l'humilie complètement, en la résolvant comme s'il s'agissait d'une énigme d'escape game. Le fossé générationnel n'a jamais été aussi brutalement évident. À l'intérieur, le château est essentiellement le paradis des accros à la magie atteints du syndrome de Diogène. Charlie prouve sa valeur en craquant un code basé sur l'année de publication d'un ancien grimoire de sorcellerie. Une porte secrète s'ouvre, révélant Thaddeus Bradley, caché dans une immense salle des miroirs. Il joue les grands-pères excentriques, que personne n'a demandé, mais que tout le monde adore en secret. Thaddeus révèle que le château était en fait une base militaire de la Seconde Guerre mondiale, où l'illusionniste Jasper Masklin avait construit de fausses villes gonflables pour mener les nazis en bateau. Pendant ce temps, Veronica tient une conférence de presse pour nier toute implication dans le blanchiment d'argent. Veronica, prouvant qu'elle a le directeur d'Interpol en numérotation ABRE, accent aigu, GE, accent aigu E, reçoit l'info comme quoi les magiciens se cachent en France et ordonne qu'on les lui serve sur un plateau d'argent. Charlie et Henley se rapprochent dans un labyrinthe de miroirs assez perchés, où Henley admet que toute sa personnalité de scène n'est qu'un moyen de masquer sa peur panique des projecteurs. Atlas et Bosco déambulent dans une pièce où la gravité n'est qu'une option décorative, tandis que Jack et June tombent sur une Ames Room. Jack décide de tester Bosco de manière assez musclée, pour voir si le gamin a vraiment du talent. Bosco et Atlas se lancent dans une bataille de cartes agressivement passive-agressive, étalant leur talent de prestidigitation. C'est un concours de mesures magiques, qui prouve que la jeunesse et l'arrogance forment un cocktail dangereux. Charlie sort une cachette secrète de documents nazis d'un portrait en caoutchouc. Les dossiers prouvent que le père de Veronica s'est enrichi en blanchissant de l'argent fasciste sale, confirmant que leur cible est historiquement immonde. Ils découvrent également que la mère de Veronica a soi-disant tiré sa révérence de sa propre main, et que la gouvernante est passée de vie à trépas dans un accident de voiture très suspect juste après. Avant qu'ils ne puissent digérer la nouvelle, la police française débarque pour gâcher la fête avec des béliers. Les magiciens se dispersent, utilisant les salles d'illusion pour combattre les flics. Atlas et Bosco affrontent les officiers pendant que le plafond tourne, et Jack balance littéralement un piano sur un type. Tragédie. Elle, équipe S, échappe dans un tunnel, mais Latabo tire sur Thaddeus. Dans un dernier souffle dramatique, il leur ordonne de régler son compte à Veronica avant de prendre sa retraite définitive de ce bas monde. Les magiciens rescapés, S, échappent par la rivière, mais réalisent que June, Jack et Merritt ont été capturés. Bosco insiste pour monter une opération de sauvetage suicidaire afin de libérer ses seuls amis. Veronica jubile devant Merritt menotté, déversant son traumatisme sur sa haine de la magie, car son père l'aimait plus qu'elle. En vérité, la racine de toute méchanceté d'élite réside dans les problèmes avec papa. Merritt lui rend l'appareil avec une analyse psychologique brillante.
devinant que sa mère est passée de vie à trépas, parce que son père fricotait avec une autre. Véronica est visiblement secouée. Une vieille dame complètement déglinguée et ivre-morte débarque au commissariat, se brise le bras pour détourner l'attention des flics, puis déverrouille tranquillement la cellule de Jack, avec un outil qu'elle a sorti de son nez. La vieille dame retire son visage pour révéler qu'il s'agit en fait de Lula. Elle retrouve Jack, et, l'air de rien, met le feu à une poubelle pour couvrir leur fuite. June se transforme en véritable héroïne d'action, repoussant les flics à coups de lampe et de bibliothèque. Merritt se sacrifie en se laissant prendre dans la prise de sommeil de Latabo pour permettre aux enfants de Sex S échapper. Jack, June et Lula S échappent dans les bois à bord d'une voiture de police volée. Lula et Hanley se rencontrent enfin et deviennent immédiatement fans l'une de l'autre. Parce que les femmes qui se soutiennent entre elles, c'est le summum de la classe. Elle, équipe débat de sa prochaine étape. Charlie veut échanger le diamant contre Merritt et rentrer chez lui. Mais Atlas insiste pour terminer la mission afin d'exposer le meurtre et le blanchiment d'argent de Veronica. Charlie livre un discours déchirant sur la façon dont les Horsemen lui ont donné une raison de se soucier du monde. Atlas esquisse un sourire en coin et lâche la réplique culte. Alors, c'est quoi le tour? À Abu Dhabi, elle, équipe pirate le ciel lui-même, projetant des hologrammes massifs des Horsemen, pour annoncer qu'ils rendront le Hard Diamond ce soir. Veronica est totalement imperturbable, profitant de sa fête de sport mécanique au branding agressif juste à côté. Elle invite nonchalamment Atlas, dans sa loge VIP pour conclure le marché. Charlie et Bosco infiltrent la zone de course ultra sécurisée en se faisant passer pour une équipe de tournage. C'est le rappel classique que si vous portez une caméra et que vous avez l'air agacé, vous pouvez aller n'importe où. Bosco simule un appel téléphonique avec la voix de Veronica, pour ordonner aux gardes de les laisser filmer sa précieuse voiture de course. Les gardes tombent dans le panneau, prouvant que la sécurité n'est qu'une illusion totale. Atlas retrouve Veronica dans la skybox et lui remet le diamant pour Merritt. À peine la transaction terminée, Bosco emprunte sans gêne la voiture de course de Veronica et prend le large. Les 5 magiciens tombent à travers une trappe piégée par Veronica et atterrissent dans une chambre en verre qui commence à se remplir de sable. Veronica jubile à l'idée qu'ils vont être enterrés vivants et les laisse là pour qu'ils deviennent des terrariums humains. Alors que le niveau du sable monte, ils réalisent qu'ils n'ont plus aucune option. Soudain, Jack se souvient d'un fait magique obscur sur le fait que le sable mouillé est plus lourd que le sable sec. Jack utilise la ceinture de Merritt pour briser une canalisation au plafond, inondant le sable pour faire fissurer la vitre. Pendant ce temps, Bosco canalise son Ricky Bobby intérieur dans une course-poursuite chaotique dans le désert avant de se rendre à Interpol. À l'intérieur du fourgon d'Interpol, Bosco se déboîte le pouce pour se libérer de ses menottes, asperge les gardes de gaz poivré et provoque un carambolage monstre. Il sort tranquillement des décombres, avec tout le charisme d'un patron. De retour dans la chambre à eau, Henley utilise sa capacité pulmonaire hors du commun et sa bague en diamant pour découper la vitre sous l'eau. Le verre vole en éclats, propulsant les magiciens vers la sécurité in extremis. Le climax? Veronica arrive dans son coffre-fort souterrain ultra sécurisé en plein désert pour planquer le Hard Diamond. Mais attendez, une silhouette mystérieuse émerge, c'est Charlie. Avec un retournement de situation digne d'un soap opéra, Charlie révèle qu'il est le demi-frère illégitime de Veronica, le fils de la gouvernante qui a survécu à l'accident de voiture qu'elle avait orchestré il y a 15 ans. Il exécute le tour de la soie rouge que leur père leur avait appris, imposant ainsi une domination dramatique totale. Veronica tente de mettre fin au jour de Charlie avec une arme, mais il attrape la balle avec une décontraction déconcertante. Soudain, les murs du Desert Vault s'effondrent littéralement, révélant qu'ils ne sont pas du tout sous terre. Ils sont en plein centre de l'arène d'Abu Dhabi, devant un public immense. L'ultime manipulation psychologique est accomplie. Les Horsemen montent sur scène pour expliquer que Charlie était le cerveau derrière tout le braquage, dans le but de venger sa mère. Il a recruté les gamins et manipulé elle, équipe originale, pour qu'ils l'aident à mettre en œuvre le plan de vengeance le plus élaboré du siècle. Un glorieux montage de flashback explique les rouages de l'embrouille. La tempête de sable était un camion équipé de machines à fumer, la voiture a été conduite sur une rampe, et le coffre N était qu'un décor de théâtre. Ils ont tellement manipulé sa réalité, qu'elle en a oublié sur quel continent elle se trouvait. Veronica est arrêtée de manière musclée, et on promet de rendre sa fortune aux communautés qu'elle a dépouillées. Les Horsemen lâchent le micro, lancent à la foule de « créer leur propre magie » et tirent une dernière révérence. De retour à Brooklyn, les 8 magiciens célèbrent leur victoire. Jack et Lula échangent enfin un baiser romantique, et Merritt boit courageusement une boisson typique de la Gen Z, admettant qu'elle est, en fait, une tuerie.
Soudain, une mystérieuse boîte à puzzle octogonale arrive par le monte-charge. Jack l'ouvre, et là, surprise. Un hologramme de nul autre que Dylan Shrike apparaît. Dans le rebondissement final que tout le monde avait vu venir gros comme une maison, Dylan n'est pas du tout dans une prison russe. Il a tout manigancé accent aigu, pour réunir elle, équipe. Il souhaite la bienvenue au petit nouveau dans l'ail, et Atlas esquisse un sourire en coin en demandant « C'est quoi le tour ?» avant que là, écran ne devienne noir.